Eh bien, salut Xavier. Eh bien, salut Guilain et bonjour à tous. Alors, je tenais à revenir aujourd'hui sur une assertion que je fais dans la vidéo sur les plantes bioindicatrices quand je dis que les espèces invasives, les plantes invasives n'existent pas plus que les animaux nuisibles. Donc, je me permets d'affirmer ça et aussi parce que j'ai quelques arguments de façon à pouvoir l'affirmer. Comment je me suis intéressé à ce sujet-là? Ben, il y a un truc qui me dérangeait vraiment dans ce qu'on appelle les espèces invasives, c'est que je trouvais que c'était la théorie du grand remplacement appliquée au jardin. Et vraiment, vraiment, ça me posait question, ce qui fait que je me suis un petit peu intéressé au sujet. Je suis pas le seul à m'y être intéressé. J'ai découvert par hasard un collectif, je vous redis son nom, qui s'appelle les naturalistes des terres, qui ont fait un fanzine qui s'appelle Invasion Rébellion. Euh, et donc, eux aussi, qui sont très choqués par cette idée des plantes invasives. Voilà, ce que je me dis aussi, c'est qu'on ne peut pas croire aux plantes bioindicatrices, ce qui est mon cas. Je suis un fan absolu de cette pratique et de l'étude des plantes bioindicatrices, et imaginer qu'il puisse y avoir des plantes invasives, puisque les plantes bioindicatrices nous expliquent qu'une espèce se développe en fonction du sol, de l'état du sol, agradé ou dégradé, et du climat. Donc, elle ne décide pas de coloniser un espace. Il y a une niche écologique vacante avec des conditions pédoclimatiques qui lui conviennent, et donc elle peut s'y développer. Donc non, je suis désolé pour tous les spécialistes de la spécialité, puisque les collectivités territoriales font beaucoup appel aux spécialistes des plantes invasives, mais non, je suis désolé, je l'affirme, les plantes invasives n'existent pas. Et le plus curieux, c'est quand on recherche un peu sur ces plantes-là, ben, on apprend quand même des drôles de choses. On va commencer par la plus célèbre d'entre elles, la renouée du Japon, qui est tellement honnie. C'est pas la première fois qu'elle est en France. Sa première introduction, c'est au Moyen Âge, avec la route de la soie. Il y a eu une deuxième, elle n'a pas tenu le choc. Il y a eu une deuxième introduction au 19e comme plante d'ornement. Pareil, elle ne tient pas le choc. En fait, la renouée du Japon, c'est une plante dépolluante. Caractère indicateur, pollution des sols aux métaux lourds, particulièrement, et aluminium. Voilà. Moi, je rajoute à ça aux hydrocarbures aussi. Je trouve qu'elle tient bien le choc aux hydrocarbures. Donc, la renouée du Japon, quand le sol a été suffisamment pourri, pollué, eh ben, elle a pu s'éclater, hein, tout simplement. Euh, et donc, savoir qu'elle était là il y a bien longtemps, mais qu'elle a disparu, faute de trouver un sol suffisamment dégoûtant pour lui permettre de s'épanouir. Mais le problème, c'est pas la renouée, du coup, c'est Euh, ben, ce que alors, c'est les humains qui ont abîmé on va s'en rendre compte à chaque fois, ça manque pas. On s'aperçoit que ces plantes qui, je mets des gros guillemets, nous envahissent, sont en général des plantes dépolluantes qui sont là pour régénérer, renaturer et les puis qui servent sols. de bouc émissaire aussi. Voilà, c'est ça. Donc, la renouée du Japon, si vous en avez chez vous, vous n'en viendrez probablement pas à bout. Il faut un sol plus propre. Alors, C'est ça ressemble juste à quoi la renouée du Japon? que votre sol est pollué. Ça a des tiges creuses, rougeâtres. Non, non, c'est là. Ah oui. C'est plutôt une jolie plante, hein, mais quand on l'a pas chez soi. Avec des petites fleurs blanches. Oui, qui sont extrêmement mellifères. Ah, Donc, la renouée du Japon, à l'origine, spontanée sur les sols plutôt métallifères. Alors, une autre qui est bien embêtante dans de nombreuses régions, plutôt au sud, c'est la fameuse ambroisie. Ambrosia artemisifolia, qui est pourchassée parce que son pollen est très allergisant. Euh, si on se renseigne sur son biotope primaire, d'une sableuse des déserts de l'Amérique du Nord. mm. Oh,
qu'est-ce que fout dans nos champs? Biotope secondaire, culture intensive, jachère, bord de route et des chemins, espace perturbé par les grands travaux routiers et urbains, friche industrielle. Et donc là, si vous avez cette ambroisie chez vous, dans votre jardin, ça veut dire que votre sol est en train de devenir un désert. Donc je sais qu'il y a d'énormes campagnes qui sont organisées pour qu'on tire dessus et qu'on les arrache, ce qui ne sert pas à grand-chose que chaque pied produit des milliers de graines et que les graines peuvent rester en dormance très longtemps dans le sol. Ouais. On ferait beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux de recharger le sol en matière organique, d'aggrader le sol. Et là, ben voilà, elle aurait plus besoin d'être là. Caractère indicateur, perte d'humus. Voilà. Oui, cette espèce de tentative désespérée d'arracher toutes les nuisibles, Ça ne sert à rien. C'est le milieu. c'est un combat perdu d'avance. Ah oui, 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 puisque on ferait mieux de travailler à aggrader le milieu. Donc voilà pour l'ambroisie. On peut en prendre d'autres, hein. Il y a pas de problème. Je vous en ai sélectionné. Ah bah, je vous en ai sélectionné une autre. Parce que là, c'est quelques exemples, mais on peut imaginer que... Bah, toutes, ça marche valable. avec toutes. Ouais. Une que les gens connaissent beaucoup, ceux qui sont au bord des cours d'eau, puisqu'elle est partout maintenant. C'est la fameuse Jussie. Donc la Jussie qui fait des tapis énormes et effectivement couvre littéralement les cours d'eau. Alors la Jussie, je tiens à préciser qu'elle a été introduite à la fin du 19e au Jardin botanique de Montpellier. Elle n'a pas posé de problème, elle ne s'est pas évadée et tout. Par contre, la Jussie, c'est une plante dépolluante qui aime les nitrates. Et donc, en fait, à partir du moment où nos cours d'eau sont dégueulasses, eh ben voilà, qui est-ce qui tient le choc? C'est elle. Donc, la pollution des cours d'eau fait qu'on a de la Jussie partout. On peut tirer dessus, hein. On peut la ramasser, l'arracher, la maudire, etc. On ferait beaucoup mieux de nettoyer nos cours d'eau, à mon Et avis. d'arrêter de les polluer. Ouais. Voilà. Et puis les exemples ne manquent pas. Moi, j'aime bien citer vraiment l'exemple de ce poisson qui était maudit par tous, dont j'ai parlé la On en a dernière parlé, fois. oui. Voilà. Donc jusqu'en 1984, on a chassé l'anguille en disant elle est en train de tuer tout le monde. Bon, là, moi, Elle est méchante là où, là où elle est, il n'y a plus d'autres poissons. bah voilà, c'est qu'elle les a tous bouffés. Mais Ouais. et on fait la même chose avec les plantes. La Jussie, elle est méchante, il n'y a plus qu'elle, elle les étouffe toutes. Mais non, il n'y a qu'elle qui tient le choc, en Ouais. fait, tout simplement. Ouais, c'est vraiment une façon de penser les choses Ah oui, différente. oui, oui, c'est ça. C'est dire que faudrait peut-être qu'on cesse de polluer le milieu. Là, vous voyez, on est à l'abri d'un buddléia. Alors, le buddléia, qu'est-ce qu'on dit pas sur lui? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est mais- l'arbre à papillons? c'est Ouais, ça c'est ça, moi j'adore, j'adore. Donc je l'ai planté il y a plus d'une dizaine d'années. Et on dit, ah non, faut pas planter de ça, ça va se semer partout, il va y en avoir partout, etc. Et effectivement, moi, des buddléias, j'en vois des colonies super importantes dans toutes les autres dégoûtantes. C'est-à-dire talus de chemin de fer, vieilles zones industrielles, etc. Donc, ce que je me dis, c'est que le buddléia, c'est un arbre pionnier qui se contente de très peu et qui peut revégétaliser des autres très très abîmés. Donc moi, je l'ai planté il y a plus de 10 ans, en me disant si jamais il se ressème partout, c'est que je suis un gros dégoûtant. Aussi dégoûtant que ceux qui passaient de la l'atrazine sur les bords de talus de chemin de fer. Mais bah voilà, ça fait plus de 10 ans qu'il est là, lui. Ça va, il n'a pas l'air d'avoir envahi. J'ai pas vu un petit nulle part. En fait, voilà, il a vraiment fallu que je l'installe et que je l'accompagne au démarrage pour qu'il se plaise. On lit plein de bêtises sur le buddléia, donc notamment que son nectar serait toxique, etc. Enfin, bref, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc Éric Fournet, rédacteur en chef de la Binette Deschinée, a fait des recherches. Il n'a rien trouvé de véritablement fondé sur ce soi-disant nectar toxique pour les papillons, etc. Moi, j'adore les papillons et il n'y a que sur le buddléia que je vois des morosphinx
et que je vois des macarons régulièrement. Donc surtout, n'hésitez pas à le planter. Et ce qui me choque, c'est que ce qu'on fait aux végétaux, on le fait aussi aux animaux. Moi, il y a un animal que ça me fait drôle de voir qu'il soit à ce point montré du doigt. C'est ce qu'on appelle improprement le frelon asiatique, qu'on ferait mieux de nommer frelon à pattes jaunes, ce qui était son nom d'origine. Ça permet d'identifier plus facilement celui qui a les pattes jaunes. C'est pas notre frelon européen. Donc ce frelon asiatique, il est vrai qu'il pose problème sur les troupeaux d'abeilles qu'on a, parce que lui, son régime alimentaire, c'est plutôt le nectar et les fruits. Donc je rappelle que le frelon asiatique, ou frelon à pattes jaunes, est un pollinisateur. On semble presque l'oublier, mais c'est un pollinisateur qui se nourrit de protéines à un moment quand il doit nourrir ses larves. Il va trouver plein de choses. Il mange à peu près 150 espèces d'insectes différents, dont des mouches, des guêpes, etc. Et bien sûr des abeilles domestiques. Est-ce qu'il mange des moustiques? Ça, je sais pas, faudrait lui demander. Il mange aussi des abeilles domestiques. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien d'autre. En fait, tout simplement parce qu'on a tué tous les insectes. Il n'y a plus d'insectes, quasiment. Et par moments, il trouve cette manne extraordinaire d'un troupeau. Parce que les abeilles domestiques, c'est bien des élevages en troupeau d'abeilles. D'un troupeau qui est là, qui est assez souvent finalement affaibli parce qu'on lui a pris ses réserves. Le miel, je rappelle qu'elles le font pour elles, c'est leur réserve. Donc si on leur prend leurs réserves, elles sont quand même relativement affaiblies. Et lui, pam, il tombe dessus, quoi. Ouais, Voilà. bouché, ouais. Et donc effectivement, je comprends qu'il pose problème, mais ce qui pose vraiment problème, c'est qu'il puisse rien trouver d'autre. Moi, ce frelon à pattes jaunes, il me fait penser au loup. C'est le loup des insectes, quoi. C'est ça, ouais. Voilà, et je dis pas qu'il faut le protéger ou l'encourager ou quoi que ce soit. Je dis juste Là, c'est plus que d'une façon de penser les choses un peu différentes aussi, voilà, d'apporter un éclairage. il fait partie du vivant. Et quand on aime la biodiversité, on ne choisit pas, on ne dit pas toi je te veux bien, toi tu dégages, toi tu rentres chez toi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, quoi. Donc voilà, tout le monde a sa place, tout le monde peut être là, aussi bien les plantes. Encore une fois, quand vous voyez une plante qui fait des colonies qui sont anormales, dites-vous bien que le milieu a été bien souvent dégradé, ce qui explique cette surprésence d'un végétal, et que ça ne sert à rien de s'en prendre à la malheureuse plante. Vaut mieux travailler sur le milieu que de vouloir passer des heures et des heures à arracher plante à plante. Plutôt que chasser le frelon asiatique, on ferait mieux de tout faire pour protéger les insectes, pour qu'ils trouvent à se nourrir un peu autrement. Voilà donc pour ma vision un peu spéciale sur... Un peu plus apaisé du vivant. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, je l'ai dit la dernière fois, mais je crois que si on vit dans un monde où on a d'un côté les animaux nuisibles, d'un autre côté les plantes invasives, on va pas être bien. Non. Eh ben merci Xavier. À bientôt. Ouais.